bienvenue dans cette vidéo où je vous présente un tout nouveau modèle. Donc, c'est le troisième modèle officiellement qu'on va voir. Donc, je devrais mettre le numéro 3. Officiellement, je vous rappelle que les deux premiers sont le premier que nous avons vu, c'est la courbe des possibilités de production, la CPP comme on dit. Et le deuxième que nous avons vu, c'est le modèle de l'offre et de la demande. Mais rassurez-vous, le nouveau modèle que je vous présente, celui de l'offre globale et de la demande globale, en fait, c'est la même représentation visuelle que l'offre et la demande pour un marché, sauf qu'ici, on va s'intéresser à tous les biens et tous les agents économiques dans leur ensemble. Donc, sans plus tarder, à quoi il va nous servir ce modèle-là? Eh bien, il nous sert à étudier, oui, c'est ça. Il nous sert à étudier les cycles économiques. Donc, c'est un outil qui nous permet d'analyser, de comprendre et de fournir une explication sur, par exemple, pourquoi il y a une croissance économique, pourquoi il y a une récession. Puis aussi, ça va nous permettre d'analyser un peu plus en profondeur les conséquences des cycles économiques. Parce qu'on va pouvoir, entre autres, étudier la problématique du chômage, celle de la croissance aussi, bien entendu, croissance, et l'inflation. Donc, c'est un modèle qui sert à étudier, mais aussi qui va rendre compte de certaines, on va retrouver essentiellement nos trois indicateurs à l'intérieur du modèle de l'offre et de la demande globale. Donc, juste pour faire un petit résumé du cours, ce qu'on est rendu, j'avais dit, il y a exactement trois blocs qu'on vient de terminer, soit le PIB, que c'est le dernier chapitre que vous avez vu, il y a l'inflation, donc mesure de la production, mesure des prix, et évidemment le chômage, qui est une mesure des indicateurs de chômage de l'emploi, qui sont des mesures des indicateurs de l'état de santé du marché du travail. Et ces trois, ces trois petits chapitres, ces trois chapitres vont culminer à être regroupés dans un seul modèle qu'on appelle l'offre globale et la demande globale. Donc, on va retrouver les trois chapitres. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de bien les comprendre. C'est qu'ensemble, ils vont former un seul modèle qu'on appelle celui de l'offre et de la demande globale. Donc, sans plus attendre, on va parler du premier côté qu'on appelle la demande globale. Donc, vous comprendrez ici qu'on fait référence à un modèle qui est macroéconomique, donc qui s'intéresse à l'ensemble de l'économie, versus un modèle offre et demande classique qui est un modèle microéconomique. Donc, la demande globale, elle, ce qu'elle représente, c'est tout ce que les agents économiques veulent acheter ou consommer à différents prix. Donc, elle, la fameuse demande globale, elle va regrouper toutes les dépenses, ou plutôt tout ce que les consommateurs souhaitent acheter. Donc, on retrouve ici Y pour, plutôt par ici, le PIB. Donc, Y, c'est le PIB, mais aussi, juste rendre ça un peu plus simple. Ici, c'est ma fonction de demande. Donc, ma fonction de demande, ou plutôt le Y, c'est premier agent économique, les consommateurs, plus l'État, plus les entreprises. Et ici, on va retrouver, moi, ce que je définis par X, les exportations, moins je pense que c'est M pour les importations. Donc, je vais juste réécrire la définition ici pour que ce soit clair. Si c'est les dépenses de consommation, donc, ça, c'est tout ce que les consommateurs veulent acheter. Ici, c'est toutes les dépenses de l'État. Donc, on parle des administrations publiques comme le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral, municipalité aussi. Concrètement, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être les dépenses en infrastructure. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, voilà.
Donc, on parle des dépenses en infrastructure. Puis ça va... Structure, oui. Ça va regrouper, entre autres, des ponts. Il y a les ponts, les routes aussi. Puis également, tout ce qui est acheté en termes de fourniture. Par exemple, les hôpitaux, etc. Ici, c'est les dépenses faites par les entreprises. Donc, on va dire que les entreprises vont faire ce qu'on appelle des investissements. Donc, ils vont investir en quoi? Dans leur capital et certaines fois aussi dans la recherche, ce qu'on appelle le R&D, la recherche et développement. Donc, ils vont dépenser dans la machinerie, dans le matériel. Aussi, il ne faut pas oublier le capital qu'on appelle roulant, ressources naturelles, etc. Ici, les acteurs, ça, c'est des importations. Voilà. Donc, les importations, c'est quoi? Si on prend l'exemple du Québec, c'est ce que les Québécois achètent. Ils achètent à l'étranger. Donc, concrètement, quand vous achetez sur Amazon, ben, probablement que la probabilité que si vous achetez sur Amazon un bien qui vient des États-Unis, vous êtes dans cette catégorie de gens qui font de l'importation. Donc, vous prenez, je vais faire une gaffe là, mais c'est pas grave. Si on prend frontière américaine, frontière canadienne, donc vous, petit bonhomme bien content, venez vous acheter un nouveau gogos chez Amazon, bien clairement, vous prenez le bien puis vous le faites traverser la frontière chez nous. Puis vous, votre argent, s'en va aux États-Unis. Donc, c'est pour ça que ici, ça réduit la valeur de ce qu'on produit. Et ici, l'exportation, qui sont nos clients? Eh bien, ce sont les étrangers. Quand je parle des étrangers, évidemment, ce sont les pays étrangers. Donc, je résume. Qui sont nos agents économiques? Oh, ça ne fonctionne pas. Donc, on a les consommateurs, on a l'État, les entreprises et l'étranger. Cours numéro 1. Donc, ça représente la demande. La demande va représenter tout ce que ces agents économiques-là veulent à différents niveaux de prix. Évidemment, il va y avoir deux raisons pourquoi elle a une pente négative. Et là, elle n'aime pas me répondre à l'examen, c'est parce qu'elle a une pente négative. C'est un peu tautologique comme raisonnement, donc ça ne fonctionne pas. Il y a deux raisons pourquoi elle a une pente négative, parce qu'il faut savoir que c'est comme le droit de la demande. Elle a une pente négative, donc ça signifie qu'elle est décroissante. Plutôt que plus les prix vont être importants, moins les gens vont consommer. Il va y avoir deux raisons pour ça. La première, c'est ce qu'on appelle l'effet de richesse. Rien de nouveau jusqu'à présent, n'est-ce pas? L'effet de richesse, si les prix diminuent, ça signifie, toutes choses étant égales par ailleurs, que votre pouvoir d'achat augmente. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre richesse réelle est plus importante. Donc, si tout coûte moins cher et que vous êtes payé le même salaire, forcément, il y a bien des chances que vous risquez d'acheter un peu plus de choses. Donc, ça explique pourquoi, entre autres, quand les prix diminuent, les gens vont avoir tendance à acheter beaucoup plus de choses versus que quand les prix sont élevés. Donc, ça c'est la raison numéro 1. L'effet numéro 2, c'est l'effet de substitution. L'effet de substitution va dire essentiellement si les prix diminuent, les étrangers, donc les étrangers, il n'y a pas de, comment dire, voilà, les étrangers vont acheter au Québec. Toutes choses étant égales par ailleurs, ils trouvent ça c'est moins cher chez nous, ils viennent chez nous. Et aussi, donc ça c'est cool, l'augmentation du PIB. Et l'autre élément aussi, c'est que les Québécois
vont acheter local. Aussi, donc si au Québec les prix se mettent à diminuer, à quoi bon aller acheter sur Amazon? Donc ces deux phénomènes-là vont conduire à la droite de demande, qui visuellement, là je vais placer les choses ensemble. Ici, on se rappellera des axes, ça c'est avant, anciennement c'était les prix, maintenant c'est tous les prix. Donc l'IP, ici, tout ce que je produis, bien, on sait que c'est mesuré par le PIB en termes de valeur réelle. Et ici, il ne faut pas oublier, c'est ma demande globale. Donc, plus les prix sont importants, donc si on était ici, puis on avait, je ne sais pas moi, pour 100 milliards, disons, de gens, les gens demandent pour à ce niveau de prix-là, on va dire, pas moi, 50 IP par rapport à la référence, ils demandaient 100 milliards de dollars, ben bang, tout d'un coup, on se réveille à 2 ans plus tard, on est rendu à 200, donc on parle de x4 ici en termes des niveaux des prix. Clairement, si vos revenus n'ont pas ajusté, ce qui est probablement le cas, on va s'attendre à ce que la quantité, plutôt la quantité de PIB réel demandé soit maintenant beaucoup moindre que ce qu'elle était auparavant. Donc, si ça augmente, ici, ça diminue. Et ici, là, il ne faut pas oublier que c'est un mouvement qu'on appelle sur la droite. Là, je vais arrêter de dire sur le long, un mouvement le long, mais plutôt sur la droite, parce qu'il ne faut pas oublier que cette droite de la demande globale représente pour tout niveau de l'IIP quelle serait la consommation de tous mes agents économiques. Donc, ça, c'est pour le côté de la demande. Donc, ça, c'est pour la partie sur la demande globale. Donc, j'enchaîne immédiatement dans l'autre côté de ce modèle qu'on appelle l'offre. L'offre globale, c'est même ça, c'est très, très, très similaire en fait à ce qu'on avait avec le modèle de l'offre et la demande. Je me répète souvent, mais je tiens à vous le dire, tout ce que vous avez appris sur le chapitre de l'offre et de la demande se réapplique presque intégralement ici, sauf que ici, évidemment, je réécris pour que ça soit clair. C'est un modèle qui est macro, qui est macroéconomique. Donc, c'est officiellement le deuxième modèle macroéconomique que vous avez. Donc, l'offre, elle, représente tout. Je sais ce que je vais faire. Tout ce, voilà, que les entreprises. Tout ce que les entreprises peuvent offrir à différents niveaux de prix. Donc, c'est exactement comme l'offre qu'on avait dans le modèle de l'offre et la demande. Évidemment, elle va avoir une pente dite positive. Ça signifie que quand l'IIP augmente, ça va impliquer que le niveau, ça va impliquer que les biens qui sont offerts augmentent aussi. PIB réel offert augmente. Donc, graphiquement, à quoi tout cela ça ressemble? Rien compliqué à ce niveau. Je rappelle ici, toujours l'IIP, qui, on se rappelle, c'est l'indice implicite. Voilà. L'indice implicite du niveau des prix, qui se réfère à tous les prix en général de l'économie. Ici, je vous rappelle que c'est le PIB réel qui est indiqué ici, mesuré généralement en milliards de dollars. Et évidemment, l'offre globale qui est ici représentée dans mon graphique. Ici, vous remarquerez que si on se donne un PIB fictif de 100, un niveau des prix de 100, on parle d'un niveau des prix de 150 ici. La lecture du graphique, je vous la répète pour être certain que ça soit bien saisi. On va regarder à 100 sur ma droite.
C'est pour ça que je me fais tout le temps des petits points. C'est plus facile à retenir. Ici, on va dire qu'on est à 50. Tout d'un coup, le niveau des prix augmente de façon très importante. Les entrepreneurs voient le potentiel de profit qu'ils peuvent faire. Eh bien, ils vont simplement mettre plus de biens ils vont simplement mettre plus de biens et services en vente. Donc, il va y avoir deux raisons essentiellement. Je vais juste le réexpliquer ici pour être certain. Dans votre manuel, c'est marqué une raison. Raison, oui, c'est ce que je disais. Il va y avoir, donc, voilà. La raison est dit que dans votre manuel, c'est marqué que l'augmentation du niveau des prix fait qu'il y a une augmentation des profits anticipés. Puis l'explication va être là. Bon, moi, je ne suis pas satisfait. Puis eux, ils vont dire aussi que l'augmentation des profits anticipés fait en sorte que les gens vont augmenter les quantités de PIB réels offerts. Bon, je trouve que c'est un raccourci un peu mental. Deux raisons, comme on a vu dans le modèle, c'est qu'il va y avoir une entrée d'entreprise. Donc, essentiellement des nouvelles. Donc, si on prend l'exemple, je vais le mettre en bleu parce que je vais parler des bleuets. Si on regarde le marché des bleuets, le marché des bleuets, oui, pas des bleuets, mais des bleuets, avec un petit S. Si les prix se mettent, si les entrepreneurs savent qu'ils peuvent vendre à très fort prix leurs bleuets, ben, leurs bleuets, hein, on va voir des nouvelles bleuetières ouvrir parce que ça va devenir maintenant rentable. Puis, l'autre phénomène aussi qu'on va voir ici, c'est que les entreprises existantes vont augmenter leur production. Donc, augmentation de la production bleuetière existante. Voilà. Donc, voilà deux raisons pourquoi que le niveau des prix augmente. On va s'apercevoir que le PIB réel augmente, ce qui se traduit graphiquement par cette situation. J'augmente mes prix ici de 100 à 150. Ici, on va voir que à un nouvel endroit sur ma droite, ce n'est pas un déplacement, c'est vraiment un mouvement. Donc, on va rendre tranquillement, pas vite, jusqu'à 100 milliards de dollars. On va se rendre ici, donc un nouveau point sur ma courbe d'offres et de demande. Donc, vous vous en doutez,